So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. Et l'adulation qu'il mérite. C'est comme un territoire inexploré. Le 9 août 1986, Freddie Mercury montait sur scène pour la dernière fois. Son médecin lui avait conseillé de ne pas se produire sur scène. Sa voix faiblissait et, dans la foule, la vie d'un fan allait s'éteindre pendant « Qui veut vivre éternellement ?» Mais la suite des événements a choqué tout le monde. De l'explosion de violence de John Deacon à la mystérieuse disparition de Freddie Mercury après le concert, nous révélons aujourd'hui ce qui s'est réellement passé lors du dernier concert de Queen. Freddie Mercury est né le 5 septembre 1946 à Zanzibar, une petite île sous protectorat britannique. Ses parents étaient parsis et adeptes de la religion zoroastrienne, l'une des plus anciennes religions du monde. La naissance de Freddie était particulière à bien des égards. Il naquit avec 4 dents supplémentaires. Et plus tard, Il crut que cela lui donnait une tessiture vocale unique qui lui permettait de chanter sur 4 octaves. il grandit entouré des cultures africaines, arabes et indiennes, qui influencèrent son style et sa musique par la suite. À 17 ans, la vie de Freddie a basculé. La révolution de Zanzibar en 1964 a mis en danger des familles comme la sienne, qui ont dû fuir. Des milliers de personnes ont été tuées, et sa famille a dû fuir en Angleterre. Mais avant cela, Freddie a passé ses premières années en Inde. À seulement 8 ans, ses parents l'ont envoyé dans un pensionnat de style britannique à Panchgani. Cette école, près de Mumbai, est devenue un lieu important pour Freddie. C'est là qu'il a commencé à se faire appeler Freddie, et c'est aussi là que sa passion pour la musique a commencé. Un professeur a remarqué son talent et a conseillé à ses parents de payer des cours de musique supplémentaires. Cette décision a changé sa vie. À l'école, Freddie a formé son premier groupe, The Hectics. Avec 4 amis, Il jouait des chansons rock'n'roll d'artistes célèbres comme Cliff Richard et Little Richard. Freddie n'avait que 12 ans, mais il démontrait déjà un don naturel pour la musique. Il aimait aussi les chanteuses de Bollywood comme Lata Mangeshkar. dont la voix envoûtante inspira ses futures performances. Dès son plus jeune âge, Freddie commença à mélanger les influences occidentales et indiennes, ce qui fit plus tard la renommée de Queen. Lorsque la famille de Freddie déménagea en Angleterre, Ils s'installèrent dans une petite maison à Feltham, près de Londres. Au début, la vie n'était pas facile. mais Freddie était déterminé à poursuivre ses rêves. Il a rejoint l'Isleworth Polytechnique en 1964 pour étudier l'art. Puis a intégré l'Ealing Art College. À Ealing, Freddie a acquis des compétences en graphisme qu'il a ensuite mises à profit pour créer le célèbre logo de Queen. Pour subvenir à ses besoins, Freddie cumulait des petits boulots, notamment comme plongeur à l'aéroport de Heathrow. À Ealing, Il rencontra Tim Steffel, membre du groupe Smile, avec le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. Freddie se lia d'amitié avec eux et leur donna souvent des idées sur leurs concerts. en 1970. Lorsque Tim quitta Smile, Freddie rejoignit le groupe comme nouveau chanteur. Il suggéra de baptiser le groupe Queen, Car le son était grandiose et puissant. Leur premier concert sous le nom de Queen eut lieu en juin 1970, lors d'un événement caritatif. Le groupe avait encore besoin d'un bassiste et, après avoir essayé plusieurs candidats, ils trouvèrent John Deacon en 1971. À la même époque, Freddie décida également de changer son nom de famille en Mercury. L'idée lui vint d'un vers d'une de ses chansons, Mother Mercury. Look what they've done to me! Queen n'a pas connu un succès immédiat, Leur premier album est sorti en 1973. mais n'a même pas atteint les charts au Royaume-Uni et a tout juste atteint la 83 et place aux États-Unis. Leur deuxième album, Queen 2, sorti en 1974, n'a pas connu beaucoup plus de succès. Il n'atteignit que la 49 et place au Royaume-Uni. Le groupe commençait à être frustré, mais leur troisième album, Sheer Heart Attack, Changea finalement la donne. il contenait Killer Queen. Une chanson qui allait leur faire connaître. Il a atteint la deuxième place au Royaume-Uni Et la 12e aux États-Unis. Freddie Mercury a écrit Killer Queen un soir, assis à son piano. Il a composé les paroles en premier, ce qui était inhabituel pour lui puisqu'il commençait généralement par la musique. La chanson racontait l'histoire d'une prostituée de la haute société. Ce qui la rendait unique, ce n'était pas seulement l'histoire, mais aussi le son. Brian May jouait un solo de guitare impressionnant avec une pièce de 6 pences en guise de médiator, et ils ajoutaient des couches sonores grâce à différentes techniques de production. La chanson a rendu Queen célèbre, mais elle a aussi provoqué quelques disputes au sein du groupe. Roger Taylor craignait que sa sonorité légère et enjouée ne laisse penser que Queen n'était pas un groupe de rock sérieux. D'ailleurs, Killer Queen a failli ne pas figurer sur l'album. Il a été enregistré en dernier
et son inclusion a suscité un vif débat. Puis est venu Bohemian Rhapsody. Ce morceau, sorti en 1975 dans le cadre d'une nuit à l'opéra, a fait de Queen une superstar. Ce n'était pas facile à réaliser. Il a fallu 3 semaines d'enregistrement, 180 overdubs différents et 40 livres à produire. Ce qui en faisait la chanson la plus chère de l'époque. C'était une chanson étrange et différente. Il comportait 3 parties distinctes. Un début lent et émouvant, Un milieu aux accents d'opéra et une fin rock tonitruante. Les dirigeants d'EMI n'y croyaient pas. Ils la trouvaient beaucoup trop longue et ont demandé au groupe de la raccourcir pour la radio. Le groupe a refusé. Au lieu de cela, leur manager a secrètement confié la chanson à un DJ populaire. Kenny Everett! Il l'a interprétée 14 fois en un week-end. Et les fans l'ont adorée. La chanson a dominé les charts britanniques pendant 9 semaines d'affilée. Elle a connu un succès encore plus grand en 1991. Après le décès de Freddie Mercury, Restant numéro 1 pendant 5 semaines supplémentaires. aux États-Unis, le titre n'a pas connu un tel succès au départ, atteignant la 9e place en 1976. Mais en 1992, après avoir été utilisé dans le film Wayne's World, Il a grimpé à la 2e place. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires et est devenu l'un des singles les plus vendus de l'histoire du Royaume-Uni. Queen a également révolutionné le monde du clip vidéo. Le clip de Bohemian Rhapsody a été tourné en seulement 4 heures et a coûté 400-500 livres. Malgré sa simplicité, Il était révolutionnaire. Le célèbre cliché des 4 visages du groupe en forme de prisme a été créé grâce à une astuce appelée rétroaction visuelle. il est devenu emblématique et a fait des clips musicaux un élément clé de la promotion des chansons. Queen a continué à produire des clips mémorables. Dans I Want to Break Free, Le groupe s'est habillé en femme. inspiré du feuilleton britannique Coronation Street. C'était drôle et audacieux. Mais MTV l'a interdit aux États-Unis. Parallèlement, Radio Gaga était l'un des clips les plus chers de son époque, coûtant 100 livres. On y retrouvait des scènes du film Metropolis. Et Queen a déboursé $100 rien que pour les utiliser. Les concerts de Queen étaient aussi impressionnants que leurs vidéos. En 1975, Lors de leur tournée A Night at the Opera, Ils ont utilisé un immense système d'éclairage personnalisé composé de 168 lumières et de 12 phares d'atterrissage. il était si imposant qu'il nécessitait son propre générateur et son installation prenait des heures. En 1986, Lors de leurs célèbres concerts à Wembley, Leur système d'éclairage comptait plus de 1 projecteur. dont un imposant cadre en forme de couronne pesant 5 tonnes. La présence scénique de Freddie Mercury a également évolué au fil du temps. À ses débuts avec Queen, Freddie était timide et restait souvent derrière son piano pendant les concerts. le pied de micro emblématique qu'il utilisait, sans la partie inférieure, et ce n'est par accident. un soir, Le pied de micro s'est cassé pendant un concert. Mais Freddie a apprécié la liberté qu'il lui procurait et l'a conservée. Au fil du temps, son style devient plus flamboyant. en 1973, Il commence à se vernir les ongles en noir, Inspiré par Jimi Hendrix. et porte des tenues glam rock spectaculaires signées Zandra Rhodes. En 1976, Il porte sa célèbre combinaison harlequin, un costume moulant qu'il doit lui coudre avant chaque spectacle. dans les années 1980, Freddie se transformait à nouveau. Il se laisse pousser une épaisse moustache et adopte un look plus macho, avec des pantalons en cuir et des vestes style militaire. Ce changement est inspiré par la scène gay new-yorkaise. Il a conservé son énergie enjouée. Dans le clip I Want to Break Free, il apparaît travesti, mais avec sa moustache intacte, ce qui a dérouté certains et suscité la controverse. Les pitreries scéniques de Freddie sont devenues plus extravagantes au fil du temps. Lors de la tournée Hot Space en 1982, il a commencé à monter sur les épaules d'un membre de l'équipe déguisé en Dark Vador pour chanter We Will Rock You. Au Japon, il s'est un jour déshabillé pour ne porter qu'un short lors d'un concert. retirant son costume pièce par pièce au fur et à mesure du spectacle. Le charisme et le style audacieux de Freddie ont rendu chaque prestation inoubliable. Freddie Mercury et Queen ont connu de nombreux changements dans les années 1980. En 1981, le groupe a tenté un nouveau son avec l'album Hot Space. Freddie et John Deacon voulaient expérimenter avec le disco et le funk. Mais beaucoup de fans n'ont pas apprécié. La chanson Body Language, Sorti en 1982, suscita encore plus de controverses. Ses paroles et son clip étaient trop osés pour l'époque et MTV l'interdit. cela contraria les fans. Mais Freddie continua d'explorer de nouvelles idées musicales. En 1985, Freddie sort son premier album solo, Mr. Bad Guy. Il y travaille pendant 2 ans à Munich, soignant chaque détail. L'album regorge de musique dense et de synthétiseurs. révélant ainsi la créativité de Freddie.
Il l'a même dédié à ses chats. En écrivant « Cet album est pour mon chat Jerry Et aussi pour Tom, Oscar et Tiffany. et tous les amoureux des chats de l'univers. Au diable tout le monde. » L'album a atteint le top 10 au Royaume-Uni, mais n'a pas rencontré de succès aux États-Unis. Malgré tout, Il a donné à Freddie la confiance nécessaire pour en faire plus. Plustard. En 1987, Il a collaboré avec la chanteuse d'opéra Montserrat Caballé sur l'album Barcelona. le morceau éponyme, mêlant opéra et rock, révélait la puissance de la voix de Freddie. La chanson devint l'hymne des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Mais malheureusement, Freddie ne vécut pas assez longtemps pour l'avoir interprétée. Au même moment, Queen traversait une période difficile. après la sortie de Hot Space, ils partirent en tournée. mais fin 1982, Ils décidèrent de faire une pause. le groupe ne s'entendait plus. Brian May avoua plus tard. On s'est détesté pendant un moment. Les choses ont empiré lors de l'enregistrement de leur album de 1984. The Works. Brian était tellement frustré qu'il a quitté le studio et a passé des heures dans un parc à envisager d'arrêter. John Deacon est soudainement parti pour Bali sans prévenir personne, ce qui a choqué tout le monde. Lorsque Freddie en entendit parler, Il chanta en plaisantant Bali High du Pacifique Sud. Des troubles éclatèrent également en dehors du groupe. En 1984, Queen se produisit à Sun City. en Afrique du Sud, pendant l'apartheid. De nombreuses personnes étaient en colère à cause des lois racistes du pays. Le groupe fut interdit par le syndicat des musiciens et critiqué par les Nations Unies. Plustard. Lors d'un concert à Rio de Janeiro en 1985, La foulée les rois même. La vie privée de Freddie n'a fait qu'ajouter au chaos. son manager, Paul Prenter, A causé beaucoup de problèmes au sein du groupe, Brian May ne voulait même pas le nommer lors des interviews. le qualifiant simplement de l'homme qui s'occupait de Fred. Tout a changé le 13 juillet 1985. Lorsque Queen s'est produit au Live Aid. Freddie ne se sentait pas bien et souffrait de problèmes vocaux. Mais il a décidé de se produire quand même. Monté sur scène à 18h40 éteints, Ils ont offert l'un des plus grands concerts de tous les temps. En 21 minutes, ils ont interprété des extraits de leurs plus grands succès. dont Bohemian Rhapsody, Radio Gaga et We Are the Champions. Pendant Radio Gaga, Freddie a enflammé la foule en applaudissant. créant un moment inoubliable. plus de 1,9 milliard de personnes ont suivi leur performance à la télévision. en coulisses, Elton John leur a dit « Bande de salauds ». Vous avez volé la vedette. Cette performance a relancé la carrière de Queen et a insufflé une nouvelle énergie au groupe. Après le Live Aid, Queen a commencé à travailler sur un nouvel album. A Kind of Magic. C'était censé être la bande originale du film Highlander, Qui parlait d'immortalité. ils ont commencé à enregistrer en 1985, utilisant les nouvelles technologies numériques pour donner à l'album un son moderne. La chanson titre A Kind of Magic. est tirée d'une réplique du film, mais Freddie a modifié la version originale. ce qui a contrarié Roger Taylor. Une autre chanson. Who Wants to Live Forever a été écrite par Brian May après avoir vu une scène du film, Elle était interprétée par un orchestre de 80 musiciens. Ce qui lui conférait une dimension dramatique et grandiose. En 1986, Queen préparait sa tournée la plus importante et la plus palpitante de son histoire. Ils l'ont baptisé le Magic Tour. un événement unique en son genre. Il prévoyait de donner 26 concerts dans 9 pays d'Europe en seulement 8 semaines. La scène était époustouflante. C'était un lieu immense. Large de 58 mètres, Avec 2 longues passerelles s'étendant jusqu'à la foule. C'était l'un des plus grands jamais construits. Et il fallait plus de 13 km de câbles pour tout alimenter. l'écran vidéo mesurait 6 mètres de haut. Et il était si grand qu'il nécessitait son propre générateur. La sonorisation était si puissante que des gens à des kilomètres pouvaient entendre la musique. Certains se plaignaient même du bruit dans les villages voisins. Le 9 août 1986, Freddie Mercury montait sur scène à Knebworth Park. il était 18h40 éteint. Il ne savait pas que ce serait son dernier concert avec Queen. La foule était immense. 120 personnes étaient venues voir le spectacle. L'énergie était incroyable dès les premiers accords de One Vision. Freddie portait son célèbre débardeur blanc et son jean moulant. Il paraissait confiant, mais sa santé était fragile. Ce matin-là, Son médecin lui annonça une inflammation de la gorge. Il prévint Freddie de ne pas se produire sur scène. Mais il ne l'écouta pas. Il refusa de décevoir ses fans. Tandis qu'il chantait One Man, One goal. One Mission. Sa voix se brisa légèrement. Mais personne ne semblait s'en soucier. En coulisses, Le groupe avait préparé une liste de chansons de secours. Il craignait que Freddie ait du mal avec les chansons les plus difficiles. mais au fil du spectacle, Il leur a prouvé le contraire.
Il voulait offrir au public le spectacle qu'il attendait. Pendant Under Pressure, Sa voix s'est brisée sur une note aiguë. au lieu de s'arrêter, Il s'est tourné vers le public et l'a fait chanter avec lui. Ce moment a rendu le moment encore plus spécial. À 23. Le groupe a joué Who Wants to Live Forever. ce fut l'un des moments les plus émouvants de la soirée. Les paroles ont un impact différent. Comme si Freddie chantait sa propre vie. Bohemian Rhapsody est sorti à 20h17. C'était l'une des chansons les plus difficiles du catalogue de Queen. Mais Freddie s'est donné à fond. Il a même chanté en direct des passages de l'opéra, généralement enregistrés sur bande. Il a atteint une note aiguë qu'il n'avait pas tentée depuis des années. Et la foule s'est déchaînée. La dernière chanson de la soirée était We Are the Champions. La voix de Freddie s'est à nouveau brisée. Mais au lieu de se calmer, il a tenu la note encore plus longtemps. La foule rugit si fort qu'elle fut entendue dans les villages voisins. À 20h59, Le groupe joua God Save the Queen. Habituellement, C'est à ce moment-là qu'il quittait la scène. mais Freddie reste. Il resta immobile, Les yeux fermés, tandis que la musique jouait. alors que les dernières notes s'estompaient. Freddie se tourna vers la foule. Il s'inclina profondément et dit « Merci. Chers amis, Bonne nuit et fais de beaux rêves. Il était 21h02. Freddie Mercury venait de donner son dernier concert. Mais en coulisses, Les choses n'allaient pas bien. En coulisses. Quelque chose de surprenant s'est produit. John Deacon. Le bassiste calme et posé a agi d'une manière inédite. 18 minutes seulement avant le concert, il a lancé sa guitare basse à travers la loge, manquant de peu de heurter la batterie de Roger Taylor. Les gens étaient sous le choc. Car Deacon n'avait jamais été aussi bouleversé en 15 ans de carrière. Plus tard. Il a dit à Brian May « Je ne peux plus faire ça. C'est trop. Il semblait pressentir que ce serait peut-être leur dernier concert avec Freddie. Deacon s'est également disputé avec l'ingénieur du son, exigeant des modifications du volume des basses. Malgré son agacement évident, Deacon a livré l'une des meilleures performances de sa vie en montant sur scène. Un événement tragique s'est également produit ce soir-là dans la foule. Un fan de 23 ans, Michael Jennings. s'est effondré pendant la chanson Who Wants to Live Forever. Il se tenait à environ 50 mètres de la scène, les secours sont arrivés rapidement. Mais n'ont pas pu le sauver. Son décès a été constaté à 21h43. Alors que Queen jouait Bohemian Rhapsody, Le groupe n'en a entendu parler qu'après le concert. Jennings souffrait d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Et l'excitation du concert, ainsi que la foule immense de 120 personnes, n'ont fait qu'empirer les choses. 2 jours plus tôt, Jennings avait gagné son ticket à un concours radiophonique. Son amie Sarah. Qui l'accompagnait, a déclaré qu'il s'amusait comme un fou. Il n'arrêtait pas de dire que c'était la meilleure soirée de sa vie. Puis, Soudain, il s'est effondré. Ce moment déchirant a conduit à des règles de sécurité plus strictes pour les grands concerts à venir. après le spectacle, Freddie Mercury a quitté la scène rapidement, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, Freddie adorait les célébrations d'après-spectacle et restait discuter avec l'équipe. Mais cette fois, Il s'est précipité quelques secondes après la fin du dernier morceau. son assistant Peter Freestone. Expliqua plus tard que Freddie avait reçu un appel de son médecin avant le spectacle. Il s'agissait de sa santé. et cela devait l'inquiéter. Cela, ajouté à l'effort physique du spectacle, Semblait peser sur lui. Freddie avait même laissé derrière lui son bracelet en argent, un bijou qu'il portait à chaque spectacle depuis 1977. un agent d'entretien l'a retrouvé plus tard et on le lui a rendu. Sur le chemin du retour vers Londres, Freddie était assis en silence, regardant par la fenêtre et s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Il était clair qu'il était plongé dans ses pensées. Mercury eut un bref moment de faiblesse en coulisses. Il se tourna vers son ami de longue date et Assistant personnel. Peter Freestone. Et murmura « Je ne sais pas si j'y arriverai. Roger Taylor se souvient également d'un moment bouleversant après le spectacle. Il a trouvé Freddie assis seul dans la loge. » Freddie l'a regardé et lui a dit « Chérie, je crois que j'ai tout donné. À l'époque. Roger pensait que Freddie était simplement fatigué, mais il réalise maintenant que Freddie lui faisait ses adieux. Roger garde une baguette de batterie de cette nuit-là dans son studio en souvenir de leur dernier concert. John Deacon. qui avait quitté la scène publique il y a des années. A qualifié ce concert de « These are the days of our lives » comme le plus difficile de sa vie. il a admis avoir pleuré pendant These are the days of our lives. Car il avait l'impression que c'était peut-être la dernière fois qu'ils joueraient ensemble. Pour tous les membres du groupe, cette soirée a sonné comme la fin d'une époque. La vie de Freddie Mercury a été riche en relations profondes, En difficulté et en surprise. Mary Austin était l'une des personnes les plus importantes de sa vie. J'ai parlé de notre relation à travers des interviews qu'il a réalisées, principalement pour David. Freddie a rencontré Mary en 1969, alors qu'il avait 24 ans et elle 19 ans. Ils sont rapidement tombés amoureux.
ont emménagé ensemble et se sont même fiancés. Mais en 1976, Freddie a annoncé à Mary qu'il était bisexuel. Mary, avec son calme et sa franchise. Dis non. Freddie. Je crois que tu es gay. Ce moment changea leur relation amoureuse. Mais ils restèrent amis pour la vie. Freddie disait toujours que Mary était sa seule véritable amie et que personne ne pouvait la remplacer. Freddie a pris soin de Mary même après leur séparation. Il lui a acheté un appartement à Kensington en 1980. Près de chez lui. dans son testament, il lui a légué la moitié de sa fortune, y compris son manoir. Mary est restée à ses côtés lorsque sa santé s'est détériorée et, après son décès, elle a conservé le lieu où ses cendres ont été dispersées, comme le souhaitait Freddie. Freddie a également eu d'autres relations. Il a rencontré Jim Hutton, Un coiffeur. en 1985, Et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Freddie en 1991. Mais la vie de Freddie n'était pas simple. il était également proche d'une actrice autrichienne nommée Barbara Valentin, et tous trois passaient parfois du temps ensemble. Les relations de Freddie se chevauchaient souvent, témoignant de la complexité de sa vie personnelle. Les difficultés de Freddie avec sa sexualité et son image publique ont duré toute sa vie. Né en 1946. Il a grandi à une époque où l'homosexualité était illégale dans de nombreux pays. Il savait qu'il aimait les hommes dès son plus jeune âge. Mais devait le cacher. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa sexualité, Freddie plaisantait ou répondait vaguement. comme se qualifier d'homosexuel. C'était sa façon d'éviter la vérité tout en restant joueur. Freddie n'était pas seulement un musicien, C'était un artiste. il a étudié l'art et le design à l'université et adorait peindre. Au fil des ans, Il a collectionné des objets rares et magnifiques, Comme des tableaux de Picasso et de Dali, Ainsi que des estampes japonaises. Il aimait aussi collectionner le verre ancien et commandait même des portraits de ses chats. ses collections remplissaient son manoir et témoignaient de son amour pour la beauté. Freddie Mercury a gardé secret son combat contre le sida pendant de nombreuses années. il n'en a parlé ni au public ni à la plupart de ses amis proches. en avril 1987. Il apprend qu'il est séropositif. Mais certains symptômes apparaissent dès 1982. Lors d'un voyage à New York cette année-là, il consulta un médecin pour une tache sur sa langue. Il s'agit peut-être d'un signe précoce de la maladie. Malgré cela, Mercury a nié toutes les rumeurs sur sa santé, La presse ne l'a pas laissé en paix. les tabloïds britanniques, notamment The Sun, ont commencé à publier des articles sur sa santé en 1986. Ces articles, Mêlé à la peur et à la stigmatisation entourant le sida à l'époque, l'ont probablement poussé à garder le silence. Même au sein de Queen, le groupe en parlait rarement. Le guitariste Brian May a déclaré qu'il ne posait pas de questions parce que Mercury ne le voulait pas. seules quelques personnes proches de lui connaissaient la vérité. son assistant, Peter Freestone, Raconta plus tard que Mercury avait vu de nombreux amis mourir du sida et que cette maladie était toujours présente dans son esprit. Il parlait à ses chats plus qu'à ses amis. Et il le faisait vraiment. Il les appellerait. Mercury voulait se protéger et protéger ses proches. La veille de sa mort, Il a publié une déclaration publique. Il expliqua pourquoi il avait gardé le secret pendant toutes ces années. les gens continuaient à se poser des questions. Car Mercury semblait plus mince et plus faible avec le temps. Le 23 novembre 1991, il annonça enfin au monde qu'il avait le sida. Le lendemain, Il décédait. cela mettait fin à des années de silence et de spéculation. même gravement malade. Mercury n'abandonnait jamais la musique. En 1990, Queen enregistre l'album Innuendo. Le groupe modifie son emploi du temps pour l'aider, Il travaille 3 semaines. Puis prennent 2 semaines de repos pour permettre à Mercury de se reposer. le groupe savait alors à quel point son état était grave. Brian May a raconté que les médecins leur avaient dit que Mercury n'avait plus beaucoup de temps. Mais Mercury s'est efforcé de continuer à travailler. L'une des chansons, The Show Must Go On, est devenue le symbole de sa détermination. Mais doutait que Mercury puisse gérer ce chant exigeant. Mercury but un shot de vodka et dit « Je vais le faire ». Chérie. Il livra ensuite une performance parfaite en une seule prise. Après avoir terminé Innuendo, Mercury a continué à enregistrer. En mai 1991, il a travaillé sur des chansons comme Mother Love. mais n'a pas pu le terminer. Sa dernière séance d'enregistrement a eu lieu le 22 mai 1991. Il a enregistré A Winter's Tale. qui figure sur l'album posthume Made in Heaven. Malgré une maladie incurable, Freddie Mercury a travaillé sans relâche pour laisser derrière lui une musique éternelle. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 18 février 1990. Aux Brit Awards. Queen a reçu un prix pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. Mercury semblait très amaigri et fatigué. ce qui a surpris ses fans. Il est néanmoins venu rendre hommage à son groupe Et à ses fans.
Sur scène, Brian May a prononcé la majeure partie du discours. Oui. Il est venu nous voir jouer. On avait un petit groupe appelé Smile. Et Freddie est venu nous voir. Et il était vraiment très enthousiaste et plein d'énergie. Mercure se contenta de dire merci et bonne nuit. Ce furent ses derniers mots en public. Un adieu simple mais émouvant. Durant les derniers mois de sa vie, La santé de Mercure déclina rapidement. en juin 1991, Il vivait principalement chez lui à Kensington. dans l'ouest de Londres. Des amis proches et son ex-compagne. Mary Austin lui rendait souvent visite pour lui apporter leur soutien. il m'a fallu du temps pour vraiment tomber amoureuse de cet homme. Son état s'est aggravé. Il a perdu la vue, ne pouvait plus beaucoup bouger et était souvent alité. Le 22 novembre 1991. Il a arrêté de prendre ses médicaments. À l'exception des analgésiques, Le même jour, il a préparé une déclaration publique avec le manager de Queen. Jim Beach. Cette déclaration, Publié le 23 novembre, confirmait son diagnostic de sida. Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991. À l'âge de 45 ans. la cause de son décès était une pneumonie due au sida. Son partenaire, Jim Hutton, A décrit ses derniers instants comme paisibles. Affirmant que Mercury semblait calme et radieux avant de s'éteindre. Après sa mort, la musique de Mercury n'a fait que gagner en popularité. 1995. Queen sort Made in Heaven, un album regroupant ses derniers enregistrements. Il devient un succès mondial, se vendant à plus de 20 millions d'exemplaires. L'héritage de Mercury continue de prospérer. Sa musique est écoutée des milliards de fois et les plus grands succès de Queen sont l'album le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni, La voix et la passion de Mercury perdurent. inspirant ses fans du monde entier.